Ok, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin pour parler de partage de connaissances. Alors, partage de connaissances un mercredi matin à 10h30, déjà merci d'être là parce que j'avoue que ça peut un peu piquer, il faut être motivé. Pour ceux qui sont à New York, vous avez le QR code si vous voulez poser des questions à la fin de la session. Et voilà, on va essayer d'aller dans ce voyage sur le partage de connaissances. Je vais essayer de vous embarquer sur ça. Mais avant de commencer, j'ai un grand merci à tous les partenaires et à toute l'organisation qui permettent aujourd'hui, qui me permettent de vous présenter ce sujet, qui, je l'espère, vous apportera des choses. Et franchement, moi, je suis là depuis hier et c'est un super événement, donc merci à tous. Donc voilà, pour commencer le partage de connaissances, la première chose, on va se présenter. Et plutôt que je me présente moi j'aimerais bien savoir un peu à qui j'ai affaire aussi. Donc juste comme ça, vite fait à main levée dans l'audience aujourd'hui, qui c'est qui a un rôle plutôt de facilitateur, Scrum, RTE? Ok. Qui c'est qui a une vision plutôt produit, PO, PM? Ok. Est-ce qu'il y a des coachs agiles ici? Super. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont un rôle de management, people management? Ok, je ne m'attendais pas à ça. Cool. Alors moi, je ne suis pas de Paris et je ne suis pas matinal. Donc j'avoue, j'ai un peu la flemme pour commencer. Qui c'est qui a un téléphone ici sur eux? Personne, sérieux? Allez, s'il vous plaît. Alors, un petit jeu, comme ça me permet de me mettre en jambe. Si vous pouvez scanner le QR code qui est en haut, et comme ça, on va faire un peu connaissance de cette façon-là. J'espère que vous avez tous le Wi-Fi ici. J'espère qu'à New York, ça fonctionne. Je vous laisse encore 30 secondes. On doit être au moins une bonne vingtaine, j'imagine. C'est sympa de voir tous les téléphones en face, je me crois à un concert. Je vais me prendre la grosse tête. Ok. Si jamais le QR code ne fonctionne pas, vous pouvez aller sur kahoot.it et le code du jeu continuera à apparaître. Allez, on va avancer. Donc, pour commencer, donc moi je ne fais pas partie d'une entreprise qui est un des sponsors. Je viens d'une start-up qui est basée sur Aix-en-Provence qui s'appelle GoJob. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a entendu parler de GoJob aujourd'hui? Ah, ok, cool. Donc c'est une entreprise du FT 120, on est encore une start-up. Et là, je vous ai partagé la présentation de l'entreprise. Donc on est une workforce as a service. J'imagine que c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Vous avez entendu software as a service, plateforme as a service, mais pas workforce as a service. En gros, on est toute une équipe qui se base sur nos produits et sur notre tech. On est vraiment une entreprise tech qui crée un produit. Mais la force de l'entreprise, c'est aussi les gens qui utilisent ce produit. On se base sur le secteur de l'intérim pour mettre des gens au travail. Et vraiment, notre ambition, c'est de se dire que le travail, c'est un lien social. Et notre objectif, c'est de toutes les personnes qui sont loin du travail, de les remettre au travail pour les remettre dans le monde social. Donc voilà, j'espère que vous avez bien écouté. On va commencer sur les premières questions. Vous pouvez avoir plusieurs réponses, savoir un peu quelle est votre compréhension de GoJob à l'heure actuelle. Est-ce que c'est une entreprise sociale, une entreprise tech, une entreprise à but non lucratif, une entreprise produit, ou une entreprise de prestation de services, ou une entreprise d'intérim? Ok. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. En effet, donc on est une entreprise sociale, c'est vraiment notre valeur, de remettre les gens au travail et de leur permettre d'avoir cette activité sociale. On est une entreprise tech et produit, c'est vraiment notre cœur de métier. Je vous dirai après moi ce que je fais dans l'entreprise, mais c'est vraiment notre différenciation par rapport aux entreprises d'intérim habituelles. Nous, on n'est pas une entreprise à but non lucratif, même si on a un objectif social à impact, on reste un business. Non, on n'est pas une entreprise de prestation de services, c'est vraiment de l'intérim et on se base sur l'intérim. Voilà. Bon, assez parlé de l'introduction, je suis sûr que mon patron sera content. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur moi? Plutôt que je vous présente, que je passe des heures, est-ce que vous aimeriez savoir un peu quel est mon poste actuel, quelle est mon expérience pro, mon expérience perso, ou est-ce que vous aimeriez savoir quel est le salaire que j'ai à l'heure actuelle?
Ok, expérience pro, bon c'est cool, on est là pour ça. Bon, au global, je vais vous donner une vue globale, vu qu'il y a quand même deux personnes qui sont intéressées par le salaire, alors je ne vous le partagerai pas, mais voilà, c'était un peu pour voir. On voit déjà qu'il y a différentes attentes. Donc moi aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle Head of Engineering and Platform, alors ça paraît un peu pompeux, mais je m'occupe de tous les software engineers de l'entreprise et des relations transverses telles que DevOps, SRE, qui ont des sujets FinOps. On a à peu près une équipe entre 30 et 40 personnes, produits et tech, au global. Donc voilà. D'un point de vue perso, voilà, je suis papa de deux petites filles de 3 et 4 ans, donc c'est challenging de gérer les enfants et le travail. Donc basé sur Aix et originaire à la base des Hautes-Alpes. Si vous avez écouté, est-ce que vous avez compris d'où est-ce que je suis originaire? J'ai la chance, j'ai fini sur ça. Mais ça demande un peu de connaissance géographique. Ah, Aix. Non, je travaille à Aix, mais oui, en effet, je suis originaire de Gap. Je suis fier d'être Alpin, même si ça reste le sud. Ça reste une grande épopée quand moi je viens à Paris. Mais c'est ça. Allez, une dernière question et après, ça va être un peu à moi de bosser et de parler. Juste, je vais vous parler, refaire un peu mon parcours. Et la prochaine question sera encore sur une ville, donc soyez attentifs sur ce que je vous dis. Donc moi, j'ai grandi à Gap, j'ai fait toutes mes études à Gap jusqu'au moment où aller en école supérieure. Je suis parti à Grenoble faire une école d'ingé. Mon objectif, c'était vraiment de devenir dev, c'est ce qui me passionnait à l'époque. Donc j'ai fait 5 ans à Grenoble. J'ai eu ma première expérience professionnelle, qui est mon stage de fin d'études. C'était aussi ma première expérience à l'étranger. J'ai pu partir à Miami. Et c'était une super expérience, parce qu'on peut voir différentes cultures et ça permet d'ouvrir l'esprit aussi. C'est là où j'ai commencé à me dire que s'occuper des personnes, c'était cool aussi de ne pas faire que la tech. Après, je suis revenu en France, j'ai fait 4 ans en tant que dev sur Sophia Antipolis, dans une grosse boîte qui s'appelle Amadeus, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis après, je suis parti 2 ans à Dubaï, parce qu'encore une fois, j'aime bien les expériences à l'international. Monter une équipe, alors pas d'un point de vue managérial, mais d'un point de vue tech, vraiment monter une équipe tech. Et au bout de 2 ans, je suis revenu et là, je suis passé sur du management, une équipe de 15 personnes. Et puis, j'ai rapidement connu des bas. On est passé de 15 à 5 personnes parce que le business n'allait pas très bien. Et puis des ups, on est passé de 5 à 50 sur 6 pays différents. Et vu que c'était pas assez challenging, on a fait une transformation à Safe en plein milieu, à Scrum et à Safe. Donc là, ça c'était un peu mon expérience toujours chez Amadeus. Et il y a 2 ans, je me suis dit, voilà, les grosses boîtes c'est cool, Safe c'est cool, mais j'ai envie de voir un peu autre chose. Et donc je suis parti chez GoJob où quand je suis arrivé, on était une quinzaine de personnes à la tech et aujourd'hui on est plus d'une trentaine. Hop. Pardon, j'ai oublié ça. Donc, est-ce que vous avez bien entendu où est-ce que j'ai fait mon stage de fin d'études? Promis, après vous pouvez vous reposer. Enfin, j'espère que vous serez intéressé par ce que j'ai à vous raconter. Ah, presque une clean sheet. En effet, c'était à Miami et franchement, c'était top. Allez, je vous laisse, vous pouvez reposer vos téléphones, parce que j'espère que vous allez m'écouter et pas regarder vos mails ou faire autre chose. Pourquoi j'ai fait ce jeu? C'est pas seulement parce que je suis feignant, même si on m'a toujours dit qu'un bon développeur était un dev feignant, c'est aussi pour vous partager un peu le fait de partager des informations. La première chose, hier j'étais à un talk dans la salle d'à côté qui disait on avait tous notre perception du réel. C'est ça, en fait, aujourd'hui, pour la même information quand vous partagez, il va y avoir différentes interprétations. C'est ce que j'ai voulu vous montrer au début, je vous ai partagé la définition de l'entreprise et chacun a compris des choses un peu différentes. Il y a aussi une notion d'intérêt. Quand je lui ai demandé qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi, vous n'avez pas tous eu les mêmes intérêts, et ce qui est normal, ce serait pénible, voire chiant d'avoir une société où on a tous les mêmes intérêts. Le but, c'est qu'en fonction de votre intérêt, vous êtes plus enclin à regarder certaines informations partagées ou d'autres. Et le dernier, je dirais, c'est l'incentive. Quand je vous ai dit qu'il fallait se concentrer sur les villes, on a vu que les résultats étaient bien meilleurs sur les questions que j'ai posées que sur celles d'avant, où je ne vous avais pas donné l'incentive, que de se concentrer sur quelque chose, ça pourrait vous apporter quelque chose. Alors là, c'était un jeu, mais dans votre carrière, dans votre travail de tous les jours. Donc voilà, partage de connaissances. Alors c'est vague comme mot, mais pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Alors on est dans une conférence Lean and Agile, donc je pense qu'une majorité d'entre vous connaissent ou maîtrisent plus ou moins la maison Lean. Et moi, quand je pense partage de connaissances et maison Lean, je pense en premier au standard. Je dis un bon standard, s'il n'est pas partagé, la valeur qu'il va apporter, elle est moins grande.
Je pense aussi à l'amélioration continue. Ce qui est mis en place pour s'améliorer une équipe petit à petit peut apporter aussi aux autres. Donc ça peut être intéressant de partager ces infos. C'est le même concept sur la qualité. On veut targeter des normes de qualité assez élevées. Si on partage nos attentes, nos expectations, ce qui met en place pour relever la qualité, ça peut bénéficier à d'autres équipes. Ou pas, mais moi ça peut partager. Oups. Et quelque chose qui est peut-être moins évident, c'est le customer value, mais que moi je suis de plus en plus convaincu depuis que vraiment je m'oriente sur un impact business. C'est-à-dire notre customer, il a plein d'attentes, mais le fait de mieux connaître le client, de partager ce qu'on veut faire pour le client, ben, ça permet de nous assurer qu'on apporte la meilleure valeur au client à un moment donné. Et en fait, quand je vous partage ça, je vous dis, il faut partager sur tel sujet. Mais ce que je me dis au final, c'est que le partage de connaissances, ça permet de faire du lean, mais at scale. Si on prend un peu de recul, vous voulez monter votre startup, ben, au début, hop, vous êtes 4, vous discutez avec 3 personnes, vous avez au global un nombre de connexions de 3. Assez simple à être up-to-date sur ce qui se passe. Vous faites un daily le matin, un café, facile. Next step, vous grossissez, votre business va bien, cool, je crée une deuxième équipe. Là, le nombre de connexions, il est passé à 7. 7, c'est un peu un nombre magique. Ça peut être les 7 nains, les 7 mercenaires, les 7 merveilles du monde, mais dans plein de livres sur le management, 7, c'est un peu le maximum de ce qui est capable d'être suivi. Parce que ça commence à faire beaucoup de choses, ça demande un gros investissement de suivre tout ce qui se passe et c'est compliqué. Votre business continue à aller bien, c'est cool, vous créez une troisième équipe et là, ben voilà, le nombre de connexions augmente. Si vous êtes bon en maths, on arrive à 11 et là, c'est là que ça devient compliqué. Vous ne pouvez plus être au courant de tout ce qui se passe dans votre entreprise et donc il commence à y avoir de la perte de connaissances. Donc c'est à ce moment-là qu'arrivent les frameworks de scale. Que ce soit du Spotify, du Safe, il y en a plein d'autres. L'idée, c'est de créer des équipes qui vont avoir un objectif commun, de les regrouper aussi par business line, qu'on peut appeler des tribes, des trains, et d'avoir aussi des équipes transverses, que ce soit des guildes, des community of practice, vous les appelez comme vous voulez. Voilà, l'idée, on essaye de partager la connaissance comme ça. Et ce qu'on voit, rapidement, il y a des gens qui vont se retrouver avec 2-3 rôles différents. Donc, je ne sais pas vous, mais d'un point de vue Kanban, d'avoir plusieurs rôles, mais ça demande du temps. Et comment la personne est priorisée entre les différents rôles qu'il a. Ça devient compliqué pour cette personne-là. Et même si sur le dessin c'est bien, dans la réalité on va continuer à créer des silos entre les équipes parce qu'on attend d'une personne plusieurs choses, elle commence à avoir des doutes sur son rôle et ne sait pas qu'est-ce qu'elle va prioriser. Donc elle ne va pas partager l'information et on va avoir de la perte et du silo. Ce qui est pas un problème en soi, mais quand on fait ça, c'est là que les problèmes ils arrivent. On commence à avoir des pertes. On fait du lean pour améliorer la qualité, améliorer l'efficacité. Si on perd la connaissance, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on va perdre cette efficacité, cette qualité. Et si vous regardez, il commence à y avoir un impact aussi sur les personnes. Il y a une perte de confiance, il y a des changements de mindset, il commence à y avoir du turnover. Et ce qui est important, c'est de se dire que le partage de connaissances, aujourd'hui, moi, de mon expérience, ce que j'ai vu, c'est que souvent, quand on applique du lean ou de l'agile, c'est pour apporter des valeurs à des problématiques corporate, organisationnelles. Optimiser la qualité, optimiser l'efficacité, diminuer les expenses. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le lean, il y a aussi une grosse partie personnelle. Et le partage de connaissances, c'est vraiment cet objectif aussi. Dans le sens où ça permet aux gens de se développer personnellement, ça permet de les empowerer. On partage des informations, ils peuvent avoir l'initiative de faire des choses sur ces informations, et donc ils vont finir par être bien au travail, et on leur donne la possibilité d'apprendre. L'apprentissage aujourd'hui, c'est une des premières raisons qui sont retournées par les employés de leur bien-être au travail et de leur projection dans l'entreprise. J'y reviendrai plus tard. Et donc juste sur ça, une citation de Steve Jobs que j'adore qui dit « Aujourd'hui, si vous recrutez des personnes, ce n'est pas pour leur dire quoi faire, surtout si c'est des ingénieurs, c'est pour qu'eux ils vous disent quoi faire. Que c'est à eux de driver l'entreprise. Et si vous leur partagez les connaissances, vous leur donnez tout le pouvoir pour qu'ils puissent vous dire quoi faire. Ça dépendra, comme je vous l'ai dit au début, de leur intérêt, ça dépendra de ce qu'ils ont envie de faire, mais au moins on leur donne toutes les possibilités pour qu'ils puissent avoir l'impact qu'ils souhaitent dans l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est très important. Je vous ai dit que j'allais revenir au learning. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un entre vous, donc learning, apprentissage en français, pardon, est-ce qu'il y en a déjà qui ont fait une recherche dans le dictionnaire de ce que ça veut dire apprentissage? C'est bien. Moi, je ne l'avais jamais fait avant de faire cette phrase non plus, donc très bien. Vous n'avez pas besoin de lire ça. Rien que le Larousse a 4 définitions différentes pour l'apprentissage. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a plusieurs aspects dans l'apprentissage. Le premier qui est vraiment, je reçois de l'information.
Donc j'ignorais l'information, on me la donne, donc je passe de 0 à un certain niveau. En gros, c'est ce qui se passe quand vous regardez le 20h le soir. Ou vous connaissez déjà ce sujet, vous avez une certaine connaissance, et vous voulez continuer à recevoir de l'information pour améliorer, aller vers une expertise dans ce sujet-là. Et la dernière étape, c'est que vous êtes un expert d'un sujet, mais si vous voulez rester l'expert, il faut que vous restiez à jour de toutes les informations qui viennent, et donc vous devez vous nourrir de ces informations. Donc ça, c'est vraiment dans le sens, moi, je vais récupérer de l'information pour augmenter mon niveau de connaissance. Il y a un deuxième aspect totalement différent, qui est d'une autre couleur ici, dans l'apprentissage, qui est je donne de l'information. Je suis un instit, j'apprends quelque chose à mes élèves, c'est de l'apprentissage. Et le dernier qui est peut-être moins évident, c'est en tant qu'entreprise, j'ai besoin d'une connaissance, d'une compétence. Elle n'existe pas dans l'entreprise aujourd'hui, mais il faut que quelqu'un se dévoue pour aller chercher cette compétence, aller lui chercher cette connaissance pour répondre aux besoins de l'équipe, de l'entreprise. Donc aujourd'hui, si on reste un peu dans notre mindset qu'on avait, je pense quand on était tous étudiants, eh bien, quand on fait de l'apprentissage, il y a un présenteur, un instit qui vient et qui donne à une audience une information pour qu'ils apprennent. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Le but, c'est de partager. Ce n'est pas quelqu'un qui va donner, c'est quelqu'un qui va partager une information à une audience, ce que je fais à l'heure actuelle avec vous. Le but, oui, l'audience, elle va apprendre, ou pas. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont peut-être plus d'expertise que moi sur ce sujet. Mais moi aussi, je vais apprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice sur un sujet où vous pensez expert, ou en tout cas bien avancé, de le mettre sur un papier, de dire je vais l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et c'est un très bon exercice de prendre ce recul et de dire, pour que je l'explique à quelqu'un qui n'a pas la même connaissance que moi, qu'est-ce que je dois faire? Et rien que le fait de l'écrire, d'écrire un article de blog, vous verrez que vous prenez un point de vue totalement différent et du recul sur le sujet. Et donc ça vous fait grandir dans votre réflexion sur le sujet. Ok. 2 secondes, désolé. On va y arriver. Mauvais bouton. Ok, donc là je vous ai parlé beaucoup de théorie. Il n'y a personne qui dort, c'est cool, merci, c'est un bon début. Comment on fait ça? Là l'objectif, je ne vais pas vous révolutionner votre vie en vous disant exactement comment vous allez réussir à ce que dans vos équipes, dans votre entreprise, tout le monde sache ce qui se passe, mais je vais vous donner quelques outils que vous pourrez peut-être utiliser par la suite pour ce qui s'applique à vos équipes. Globalement, ici on a une conférence agile, donc j'imagine que vous avez tous des cycles plus ou moins courts de delivery. Quand est-ce, selon vous, qu'on fait du partage de connaissances? Alors, je vous dirais, moi, hier j'ai beaucoup entendu parler de shift left, donc ce qui est le plus à left, c'est le requirement. Donc il faut partager au moment du requirement pour être sûr que s'il y a des challenges à avoir, s'il y a des questions, c'est à ce moment-là. Mais je vous dirais aussi au moment du design technique, il faut s'assurer qu'on est bon. Vous me voyez venir ou pas? Donc au moment du développement, c'est important qu'entre les devs, on puisse partager. Au moment du test, du déploiement, de la review. En fait, le but, il n'y a pas de règle. Chaque moment, ça a de la valeur de partager. Donc on va passer aux outils. Le premier outil que je vais vous partager est le post-mortem. C'est un peu bizarre de commencer par un post-mortem, non? Et moi, je trouve que c'est le meilleur outil pour commencer. Pourquoi? Il est simple. Un post-mortem, ça s'écrit quand vous avez un incident qui est arrivé en prod, plus ou moins important en fonction de ce qu'il y a. Donc ça se base sur des faits concrets. Si vous voulez commencer à amener un changement de mindset dans vos équipes pour avoir du partage de connaissances, c'est simple. Là, les gens, ils ne vont pas se dire « je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de partager ». C'est quelque chose sur des faits concrets. Votre prod, elle est tombée pendant 10 minutes, pendant 1 heure. C'est quelque chose de concret. Quel est le problème? Qu'est-ce que tu as mis en place pour y répondre? C'est concret. Deuxième chose, vous pouvez le mesurer. Est-ce qu'après le post-mortem, les actions qui ont été prises vous font en sorte que le problème ne vienne plus? Et le troisième, ça vous permet vraiment d'amener ce lean mindset dans l'idée de l'andon et du continuous improvement. Quelques tips que je pourrais vous donner pour le mettre en place de ce que j'ai vécu, c'est il en faut au moins 1 par mois. Alors, il y a des gens qui vont sauter au plafond en disant mais si j'ai un incident par mois, c'est un problème de qualité dans mes outils. Moi je vous dis, le but c'est qu'ici on s'améliore petit à petit. Alors l'objectif c'est que l'impact de ces post-mortem soit de plus en plus petit. Mais si vous voulez viser une qualité très haute, vous aurez toujours des problèmes, c'est juste qu'il faut les tacler petit à petit. Le deuxième, ici on est là pour amener du partage de connaissances et faire en sorte que vos équipes ce soit eux qui drivent ce changement, comme dans tout mindset agile, il faut que ce soit partagé avec tout le monde. Et donc pour que ça fonctionne, un tips qui pour moi est primordial, vous demandez aux personnes de partager ce qui s'est passé, ils vont faire une liste d'actions à effectuer, et faites en sorte que les actions qu'ils vous donnent soient priorisées. Si vous demandez aux gens de faire un document avec votre post-mortem et après vous le mettez de côté, vous n'en parlez plus,
Vos équipes vont faire 1, 2, 3, et après, elles vont arrêter parce qu'elles ne vendront plus la valeur. Donc, il faut vraiment que ce qui sort de ces outils devienne une priorité dans vos backlogs par la suite. Et le dernier, déjà, monitorer, contrôler que ce qui a été mis en place, ça apporte de la valeur. Vous verrez qu'au début, les problèmes ils reviendront parce qu'on a loupé des choses, et petit à petit, la maturité de l'équipe feront que ça vienne. Ça, vous me suivez tous encore? Alors, je ne suis pas gymnaste, mais là, je vais faire un grand écart. Donc, je suis passé du post-mortem quand vous avez un problème en prod au product concept. Le product concept, c'est quoi? C'est quand vous commencez à avoir une idée, vous avez fait votre mindset, donc c'est-à-dire que vous avez quand même travaillé, hein, ce n'est pas une idée qui sort de votre tête, mais de vous dire, globalement, je sais quel est le prochain sujet que je veux tacler et l'impact que ça va avoir sur mon client, sur mon entreprise. Et je n'ai pas encore divé, je ne sais pas exactement les détails de ça, mais je suis convaincu que c'est ce où je vais emmener mon équipe. Pourquoi? Je vous ai parlé de shift left et pour moi, c'est l'exemple premier du shift left. Dans votre phase de conception, le produit, c'est là où ça varie en premier. Quelle est l'idée, quelle est la vision que vous voulez en avoir? Donc, c'est vraiment l'implémentation du shift left. Car avant de commencer, commencez pas à partager avec votre équipe, à leur demander de groomer, à regarder les solutions techniques. Non, commencez avant. Dire, voilà, mon objectif global, l'impact que je vais avoir, ma stratégie, c'est ça. Je le partage avec mes membres du COMEX, du CODIR, pour être sûr qu'on est aligné, que je me fasse challenger sur ça. Les petits tips sur ça, partagez-le à tout le monde. Moi, j'ai vu, j'étais étonné, j'étais surpris, ce n'était pas l'objectif. Un PM, un Head of Product, qui partage sa vision, qui partage des devs, est un dev junior de 2 ans, qui vient de challenger, poser, est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que c'est le bon sujet? Est-ce que moi, j'avais telle data quand je suis allé voir mon client, qui m'a remonté quelque chose de différent? Et qui a fait changer la stratégie de quelqu'un qui était Head of, parce que juste, on a chacun notre part de connaissance, notre vision du sujet, ça peut être pertinent ou pas pertinent. Dans les deux cas, ça apportera de la valeur, soit à la personne qui fait le retour, soit à la personne qui a présenté. Voilà, moi je vous le dis, j'ai été témoin de cette expérience qu'une stratégie qui est assez haut niveau d'entreprise soit changée par quelqu'un qui était assez junior. Et franchement, c'était kiffant à voir. Et voilà, et au niveau occurrence, 1 par quarter. Si vous en avez moins, c'est que vos cycles sont peut-être un peu longs de delivery. Je passe ADR, RFC. Est-ce que ça parle à des gens, ADR, RFC, les acronymes? Pas tant que ça. Alors, ADR, c'est Architecture Decision Record et RFC, Request for Comment. Désolé, je suis foiré dans le slide. Request for Comment. C'est 2 outils qui sont très similaires. Même aujourd'hui, dans mes équipes, un peu difficile de faire la différence entre les deux. L'ADR, c'est vous avez un problème tech, vous avez plusieurs solutions pour répondre à ce problème-là. Vous analysez les différentes solutions et vous faites une recommandation avec les pros et cons différents. L'RFC, vous avez un problème tech, vous avez une solution, vous ne voyez pas d'autre chose, ça vous paraît plutôt straightforward, mais vous le partagez quand même pour le gars. Écoutez les gars, moi je vois que ça à faire, mais je vous le partage, si jamais j'ai loupé quelque chose, vous pouvez jumper et m'aider. Donc pour moi, ça c'est vraiment l'équivalent du product concept pour les techs, dans le sens où ça reste du shift left, mais d'un point de vue un peu tech, comment je vais architecturer mon besoin. Donc voilà, pareil, similaire à ce que je vous ai dit pour le product. Il faut le faire avant de commencer toute implémentation. S'il doit y avoir des challenges, des discussions, qu'on puisse les avoir avant de commencer. Ça reste du shift left. Et pareil, dans le même état d'esprit de ce que je vous dis tout à l'heure, moi j'ai déjà vu des PM qui ont challengé des solutions techniques parce que la solution était magnifique, c'est utiliser les dernières technos, c'était super sexy. Tous mes leaders tech, ils étaient à fond sur le sujet, mais en fait ça ne répondait pas aux problèmes produits. Et voilà, au début, on fermait ces ADR RFC à la tech, et en les ouvrant, on a eu 2-3 cas où on s'est rendu compte que la solution était belle tech, mais ne répondait pas aux besoins, quoi. Démo. Alors ça, je pense que c'est peut-être celle qui parle le plus de gens, la démo, parce que c'est un peu dans tous les frameworks qu'on a. Elle est simple. C'est une façon simple de partager sur ce qu'ont fait les gens pour qu'on soit au courant de ce que chacune des équipes font. Et c'est un bon outil pour commencer sur le partage de connaissances et onboarder les équipes sur ça. Sur le when, alors moi j'ai toujours pas la réponse, si quelqu'un là, je suis preneur. Le gros challenge de la démo, c'est vos équipes, elles viennent de délivrer votre nouveau produit, elles sont contentes, elles ont tenu les deadlines, elles ont délivré ce qu'on leur a demandé, mais ça fait quelques jours que c'est en prod, donc le momentum il est là, tout le monde est excité. Bon, on n'a pas encore les datas, savoir si ça marche, est-ce que ça a l'impact business qu'on veut. Donc c'est cool de partager, mais si dans 2 mois on se rend compte que l'impact business il est à 0, il y a ceux qui ne connaissent pas trop le sujet vont dire ouais, on nous a vendu ça, mais en fait c'est un peu du pipeau. Dans l'autre sens, si vous attendez d'avoir vos impacts business 2 mois après pour faire la démo, vos équipes, ça fait 2 mois qu'elles bossent sur un autre sujet, elles n'ont plus rien à faire de présenter. Donc voilà, c'est assez compliqué, il faut jongler entre les deux. J'ai vraiment pas la réponse. Si quelqu'un là, je suis preneur, on peut en discuter après. Je viens. Juste quelques tips.
Moi, je m'éclate. Alors, je ne suis pas quelqu'un de très expansif, mais sur les démos, je m'efforce que ce soit fun, que ce soit un vrai show. On arrive des fois déguisé, on fait en sorte qu'il y ait des musiques, que ce soit fou, que ce soit festif. Là, j'ai lancé donc la semaine dernière, avoir ça avec des bières. Enfin, il faut vraiment que ce soit un événement convivial pour que les gens aient envie de venir. J'ai été témoin, petit retour d'expérience. Transformation safe, on dit il faut venir faire une démo pour partager. Toutes les équipes elles viennent, elles font leur démo, la qualité est moyenne, elles n'écoutent pas ce que font les autres. Dans la même démo, 2 équipes ont démontré qu'elles ont développé la même chose, personne n'a posé la question, personne n'a rendu compte. Parce que la valeur, les gens ne savaient pas pourquoi ils faisaient une démo. Le but c'est vraiment de faire ça pour que les gens voient la valeur. Donc rendez ça vraiment sympa. Pair et mob programming. Qui c'est qui utilise du pair programming ou du mob dans la salle? Pas beaucoup, c'est un peu le problème. Donc le pair et le mob programming, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, le pair, vous mettez 2 devs derrière un même écran pour développer un ticket, Jira ou l'outil que vous utilisez. Le mob, c'est la même chose, c'est l'équipe entière, voire même des personnes de différentes équipes. Pourquoi? C'est un super exercice pour aligner l'équipe et pour être efficace. Et je dis et oui, parce que quand vous allez expliquer ça à vos stakeholders, les 3 quarts ils vont vous sauter à la gorge en disant pourquoi tu mets 4 devs à faire le taf d'une personne. Et c'est super fun pour les personnes, pour les devs qui le font. Pourquoi sur l'efficacité? Ça vient un peu avec le when. Quand vous commencez une initiative, globalement, souvent, vous devez mettre les gros blocs, être sûr que vous êtes aligné sur ce que vous faites pour ensuite dérouler. Le fait de faire tout ça ensemble, moi je l'ai vécu il y a encore une semaine, une équipe pendant une semaine, ils sont mis dans une salle, grand écran, ils ont codé à 4 dessus. Oui, ça prend une semaine. Mais le truc qui était prévu sur 3 semaines, une semaine ils ont codé à 4 et la semaine d'après ils ont tout torché en une semaine. Parce que c'était clair sur les bases techniques, sur les bases fonctionnelles et sur ce qui était attendu, sur tous les dangers qu'il y avait. Et donc c'est vraiment, moi je suis convaincu et c'est très difficile à apporter selon les entreprises. Je dirais aussi sur les modules critiques. Vous avez un module qui gère des transferts d'argent, ce genre de choses. Mettez 2 personnes pour travailler parce que la charge mentale pour un dev de travailler sur quelque chose, si jamais il y a un loupé, potentiellement ça fait perdre des millions à votre boîte. C'est dur, donc il faut supporter les gens dans cet exercice. Et pour le support, c'est la même chose. Il arrive un gros problème en prod, c'est la folie, tout le monde vous met une pression. Mettez 2 personnes à travailler ensemble. Au moins, la charge mentale sera partagée. Si quelqu'un commence à craquer, on va pouvoir s'aider, on va pouvoir réfléchir. Et c'est vraiment des 3 use cases où le fait de travailler à plusieurs apporte énormément de valeur. Sur le petit tips, moi je suis convaincu de cet outil, j'ai déjà fait plusieurs talks sur ça. Il faut que votre équipe soit mature pour ça. Que ce soit vos équipes de dev, vous mettez aujourd'hui dans une nouvelle équipe, ce n'est pas la première chose que vous essayez de mettre en place. Je ne sais pas à quel point les gens vont adhérer à ça et vont faire que ce soit efficace. Vous pouvez très bien utiliser le même outil et faire que vos devs ils passent la semaine à blaguer ou à faire et pas apporter de valeur. Donc il faut vraiment que vous ayez confiance dans vos équipes, qu'elles soient matures. Et je dirais la même chose de vos stakeholders. Il faut que vos stakeholders, les gens avec qui vous discutez qui sont beaucoup plus business, aient confiance dans l'équipe, parce qu'on va dire ok, on va faire ça, ça va apporter de la valeur, ils ne questionnent pas. Sinon vous allez passer des heures et des heures à débattre de la valeur. Rex, vous connaissez la série ou je suis le seul à... C'était le nom du chien. Le Rex, alors là je commence à fatiguer, vous voyez les qualités des slides, ils baissent. Pourquoi? Pourquoi pas? Quand? Quand vous voulez. Aujourd'hui pour moi le Rex c'est un peu l'outil pour tout, on ne peut pas tout cadrer et c'est aussi un peu ça qu'on fait pour moi dans la méthode agile, c'est de se dire on s'adapte. Le Rex c'est le très bon outil pour dire qu'il se passe toujours des choses dans une entreprise, dans les équipes, on ne peut pas tout cadrer avec des outils et pour moi là, il y a un gros rôle du leadership, du management à aider les personnes, de dire là ce que vous avez fait, c'est génial ce que vous avez fait, ça a un impact de malade, partage-le. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Et tous les outils que je vous ai donnés juste avant, ils peuvent passer dans du Rex aussi. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est un premier outil pour commencer ce partage de connaissances, commencer à imprimer cet ADN dans vos équipes, et petit à petit, vous les cadrez. Et ça peut quand même continuer à s'appliquer n'importe quand. J'ai fait une grosse migration en prod, vraiment infrastructure au mois de juin. Mais le fait de faire un Rex sur qu'est-ce qu'on avait prévu de faire, qu'est-ce qu'on s'est planté, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, mais la valeur était de malade. Donc les gens, ils ont compris ce qui était fait. Vous ne faites pas ça, les gens, ils sont mis d'un côté. J'ai mon équipe infra qui a fait quelque chose. J'ai eu un downtime de 20 minutes qui était prévu. Après, j'ai eu plein de soucis. La moitié n'était pas liée à la migration. Voilà, le fait de faire du Rex, ça engage les gens, ça permet de partager et de savoir ce qui se passe dans les équipes, dans l'entreprise. Donc là, j'ai donné des outils vraiment, on va dire, on the ground. Pensez aussi en dehors de la boîte, out of the box, comme on dit. Il y a d'autres exercices qui peuvent aider vos équipes à partager, peut-être un peu moins applicatifs sur leur day-to-day life. Il y a les brown bag lunch.
Une fois toutes les 2-3 semaines, vous organisez un repas, chacun amène son sandwich, et quelqu'un qui a vu, je sais pas, qui a fait une veille technique, un truc qu'il a kiffé, il le partage. Des fois, ça peut être technique, fonctionnel, fun, peu importe, mais c'est vraiment un vecteur de partage. Même chose, Book Club. Il y a plein de gens qui sont passionnés par leur métier, qui veulent lire, mais voilà, on a tous une vie, on est tous pris dans un train qui font que, voilà, moi sur ma table de chevet, j'ai déjà encore 3 livres, c'est difficile des fois de s'y mettre. Et le fait d'avoir un book club toutes les semaines, de se dire tiens, on cale 30 minutes pour lire 15 pages, 20 pages pour débriefer, ça permet aux gens de continuer à monter en compétences et de se bloquer du temps pour ça. Les blogs, comme je vous l'ai dit avant, faites l'exercice si vous ne l'avez pas encore fait, un sujet sur lequel vous êtes très à l'aise, d'écrire un article. Vous verrez le nombre d'heures que vous passez et quand vous en ressortez, le nombre de questions que vous êtes posées que vous n'étiez pas posées avant. Grosse valeur. Et je pense que vous êtes convaincus que vous êtes tous là. Les conférences, de partager, de speaker, ça permet de partager, d'avoir un avis externe de ce qui se passe en fonction de différentes contraintes. Et c'est vraiment cool. Je vais juste faire un petit aparté, parce que des fois, c'est des questions qu'on me pose, je ne sais pas trop où le mettre, alors ça fait peut-être un peu brut là. Les specs versus le document. Souvent, on mélange les deux. Pour moi, les specs, l'objectif, c'est de décrire un comportement spécifique, détaillé, qui est vrai dans le temps. Dans le sens où vous délivrez quelque chose de nouveau, il faut que vous updatez votre spec. C'est quelque chose de mandatory si c'est nécessaire dans votre métier. Tout ce que je vous ai présenté avant, les outils, pour moi, l'outcome, ce qui doit être sorti, c'est un document. La différence entre spec et document, c'est qu'un document, déjà, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'aimerais bien que ce soit obligatoire. Je le recommande fortement, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas dans votre definition of done. Mais c'est pour partager la connaissance sur un sujet qui est assez macro. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans tous les détails. Quelle est la logique pour que le bouton en haut à droite il s'affiche ou il ne s'affiche pas? Si vous avez un problème macro, comment vous partagez ça? Et ce qui est important aussi, c'est que c'est un snapshot du moment. Vous n'avez pas besoin de maintenir votre document à jour. Le but, c'est que vous partagez à chaque itération. Vous avez un besoin d'architecture. C'est quoi vos problèmes à l'heure actuelle? C'est comment vous y répondez. Vous le partagez. Ça permet aux gens de grandir dans leur réflexion. Et si jamais à un moment, il y a un nouveau qui arrive dans l'équipe qui veut comprendre comment on est arrivé là, c'est à lui de voir comment ça a évolué dans le temps. Mais donc, vous n'avez pas besoin de les maintenir. Vos documents peuvent être une base pour les specs futurs. Mais pour moi, c'est une grosse différence de dire, là, une fois que j'ai partagé mon info, je n'ai pas besoin de retoucher à ces documents-là. Ce n'est pas un délivrable. Donc là, je vais donner des outils. Maintenant, c'est un peu sur vos rôles. Votre rôle en tant que leader, en tant que management. C'est beau. Moi, je suis convaincu que le partage de connaissances, c'est ce qui amène une entreprise à développer ses personnes, à développer son organisation, à aller plus vite, à aller avec une meilleure qualité. Mais c'est vraiment un changement qui n'est pas simple. Première chose, présentation de skills. Vous allez partager tous les documents que je vous ai montrés, que ce soit écrit ou oral. Il y a plein de gens qui ne vont pas être à l'aise avec ça. Donc, il faut les aider, il faut les coacher. C'est vraiment pas arriver avec j'ai une idée, faites-le et basta. Aidez vos équipes sur ça. Adapter au public. Le nombre de gars que j'ai dans mon équipe qui sont excellents dans ce qu'ils font, qui vont partager le document comme si le partageait quelqu'un qui a la même connaissance, qui est incompréhensible par les 3 quarts des gens. Et le fait de les faire grandir sur ça, au début, c'est pas simple. Vous allez vous arracher quelques cheveux, mais voilà, ça fait aussi grandir les gens parce que demain, ils seront capables d'aller expliquer ça dans des cons, ils sont capables d'expliquer ça à des gens qui ne sont pas du tout tech, à votre COMEX, pourquoi votre problème d'infra, il a fait un downtime, alors qu'avant, il allait parler avec des mots tech incompréhensibles, même de la moitié des techs. Et déjà, le plus dur, pour moi, là où il faut que vous bloquiez du temps pour accompagner vos équipes, c'est le challenge. Le but d'un partage de connaissances, c'est de le partager et que les gens puissent faire leur retour, leur challenge. Vous avez votre senior, je ne sais pas, ça fait 15 ans qu'il est dans la boîte, c'est un peu le dieu de la boîte. Il vous partage un document sur un sujet ou un autre. Donnez la possibilité à votre junior qui vient d'arriver, qui a 2 ans d'expérience, de pouvoir poser la question. Si vous ne l'aidez pas, le senior il va vous poser le document et il n'y a aucune question qui va être posée. Il faut vraiment encourager les gens à poser des questions, les coacher dans les one-one, mettre ça dans leur mindset qui peuvent challenger, que c'est ça. Et je dirais le deuxième qui est le plus dur, c'est apprendre à être challengé. Même use case, votre senior il se fait challenger par un junior. La première fois, je vous dis, vous avez intérêt à récupérer à la sortie de la réunion, parce qu'il va avoir les glandes comme ça, il n'est pas habitué. Il a parlé depuis des années où on l'écoutait comme le Messie. Au début, ça va être dur. Puis petit à petit, il va comprendre qu'en fait, il aurait fait des erreurs et que le fait qu'on le challenge, soit il fait grandir l'autre personne en lui expliquant mieux, soit il se dit, oui, j'aurais pu me planter, il m'a sauvé des heures de rattrapage. Ok, le texte a pété. Et moi, quand j'ai réfléchi au slide, à comment vous partagez ce sujet, le premier que j'avais de slide, c'est celui-là.
J'ai été témoin de plusieurs transformations, que ce soit Agile, niveau Scrum, Safe, de différentes organisations où, moi le premier, des fois on arrive avec une super idée parce qu'on a réfléchi à quelque chose, on s'est dit c'est comme ça que ça résout nos problèmes, et on arrive avec la solution sans expliquer ce qui est fait avant. Et du coup, c'est pas du tout, vos équipes vont pas être onboardées. Pour moi, le plus important dans toute transformation, là je vous parle de partage de connaissances, mais ça pourrait être d'autres sujets, c'est expliquer à vos équipes. Assurez-vous qu'ils soient onboardés, monitorez avec eux, qu'ils comprennent pourquoi vous voulez mettre des choses en place, quelle est la valeur qu'ils vont amener, qu'est-ce que ça va leur amener. Parce que c'est ça qui apportera la valeur. Je vous expliquais tout à l'heure la démo où les gens venaient, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et c'est exactement ça. On arrive avec une solution, pas avec le pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous allez apporter aux autres, qu'est-ce que ça va vous apporter. Et pour moi, c'est la partie la plus importante ici, c'est de se dire, expliquer, onboarder vos équipes, donc pourquoi vous voulez faire, où est-ce que vous voyez qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, et quelle valeur ils vont retirer. Et c'est pour dire, quand vous êtes leader, mais ce n'est pas les outils, ce n'est pas ce que vous allez mettre en place qui a de la valeur, mais c'est comment vous allez le faire. Adaptez-vous à vos équipes. Si vous voulez commencer à mettre des outils de partage de connaissances, ben voyez comment ils réagissent à ça, expliquez-leur. Voyez comment ils réagissent. Commencez avec 1 ou 2 outils, puis allez-y petit à petit. Faites des pas backward si c'est nécessaire. L'objectif, ce n'est pas de mettre en place les outils, c'est de faire que votre organisation et vos personnes dans l'organisation soient mieux et aient accès à toute l'info qu'ils aient. Continuez à vous réinventer, à vous virer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais les démos, c'est un exemple parfait. Vous faites votre première démo, tout se passe bien, tout le monde vient vous disant c'est génial, on n'a jamais fait, Champagne était le meilleur. La deuxième, la troisième, c'est sympa. La quatrième, ça s'essouffle. La cinquième, les gens commencent à peu venir. Pourtant, c'est la même chose. Il y a 6 mois, on me disait que c'était génial ce que je faisais, et maintenant, il n'y a plus personne qui vient. Voilà. La difficulté dans tout ça, c'est de dire continuer à s'adapter aux gens et à se réinventer pour apporter de la valeur. Et moi, je vous dirais, voilà, si c'est un tournant que vous voulez prendre dans vos équipes, bonne chance. C'est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup de... Vous allez dealer avec beaucoup de personnes, mais quand vous voyez que ça fonctionne, franchement, c'est le kiff. Moi, sur le mois de juillet et août, les outils que je vous ai montrés, j'ai eu 26 documents qui ont été sortis par mes équipes, donc c'est quasiment un par personne sur les 2 mois d'été où les gens sont en vacances. Et en fait, on n'arrive presque pas à suivre le rythme parce que les gens voyaient vraiment la valeur que ça avait de partager ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient envie de faire, les questions qui se posaient. Et quand on voit que tout le monde, que ça bouillonne parce que tout le monde se pose des questions, échange pour trouver la meilleure solution pour être le plus efficace, vous avez juste à regarder. Franchement, c'est un méga kiff, surtout juste avant de partir en vacances. Voilà, on arrive au bout. Juste les key takeaways, si vous voulez juste garder en tête ce que je vous ai dit, ou s'il y en a qui ont fait des petits roupillons pendant que je parlais. Ce qui est important, c'est que dans le partage de connaissances, ça dépend des gens. Vous allez partager la même info à plusieurs personnes, mais ils vont être assimilés différemment, et ce n'est pas un problème, il faut juste en être conscient. Ça permet aux personnes d'apprendre, qui est un des aspects le plus important dans les gens, dans la façon dont ils se projettent dans les entreprises, ce qui leur permet d'évoluer personnellement, donc dans votre organisation d'être plus lean. Je vous ai partagé quelques outils très loin d'être exhaustifs, je suis sûr que vous en avez plein d'autres. Qui vous amènent à être convaincu que le partage de connaissances, c'est un des facteurs qui fera que votre entreprise soit successful et soit à scale. Et dans les quelques tips que je vous ai donnés, c'est surtout n'oubliez pas d'expliquer pourquoi vous voulez mettre ça en place si vous voulez le faire. Supportez vos équipes, c'est vraiment, ça demande du temps, c'est pas juste je vais aider mon équipe, on verra, yalla. Bloquez-vous du temps. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, vous bloquez 2 jours par semaine, vous vous assurez, vous mettez des objectifs sur comment vous avez aidé un tel, comment vous avez coécrit un document avec un de vos devs, comment vous l'avez supporté sur les retours qu'il a eu pour ça. Et c'est pas facile, réinventez-vous tous les jours pour ça, mais ayez du fun, on travaille avec des gens, c'est cool, les gens sont intelligents, les gens sont smart, les gens sont fun, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc voilà, on parle de partage de connaissances. Moi, j'ai l'habitude de finir avec un QR code pour avoir des feedbacks. Ce qui est génial, c'est qu'on est ici entre agilistes et donc on est à l'habitude des feedbacks. Donc, j'ai même pas eu besoin de créer mon propre formulaire. C'est directement avec l'organisation. Donc voilà, j'espère avoir tous vos feedbacks pour m'améliorer moi, pour récupérer vos retours. Et merci à tous pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais une question parce qu'on voit qu'on crée beaucoup de documents. Est-ce que vous avez des métriques pour vérifier que justement ces documents ils sont consultés? Ou est-ce que pour l'instant c'est juste très subjectif? C'est une très bonne question. Quand on a lancé ça, c'est exactement ce qu'on s'est posé. Se dire, c'est bien de faire des docs,
J'avais des équipes, c'était clairement leur challenge. Je disais, attends, moi, pisser de la doc alors que j'ai des devs à faire, alors que c'est le feu à droite, non. Nous, on utilise Notion comme outil, et on peut voir qui a lu le doc. C'est vrai qu'au début, on avait 3-4 personnes. Et quand je vous parle cet été, donc on est 40 au Global à la Tech. Cet été, donc je dis, on a eu plus de 24 documents générés en 2 mois. La moyenne sur ces documents, c'était 14 personnes qui l'avaient lu. Donc ça, quasiment la moitié à chaque fois de ton équipe qui va voir les documents. Et donc, oui, ben voilà, j'ai un impact. Et c'est aussi ça qui a fait que, en monitorant ça, aujourd'hui, nous, on a des cérémonies où on partage un peu c'est quoi ce qu'on a fait, ouais, super, nouvelle feature, ce genre de choses. Mais maintenant, on partage aussi, c'est les documents qui ont été partagés et c'est le nombre de personnes qui ont consulté le document. Mais on pourrait même aller plus loin, regarder c'est quoi le nombre de retours qui ont été faits, c'est quoi le nombre de fois le document a été changé. Pour le moment, juste on regarde voilà, globalement, est-ce que c'est utilisé, parce que le demander de le faire, c'est pas utilisé, ce qui était le cas au début. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un change management. Au début, ça n'avait pas de valeur, et petit à petit, on a vu la valeur. Et aujourd'hui, franchement, ça roule. Donc c'est pour ça que je viens ici en étant confiant. Je suis persuadé que dans 6 mois, je serai en train de galérer à essayer de remettre en marche parce qu'il y aura des choses qui seront passées que ça ne marchera pas. Mais c'est la vie du partage. Merci pour la conférence. Tu peux juste, la dernière phrase que tu as dit, je suis persuadé que dans 6 mois, je vais regalérer à remettre cet élan. C'est ce que je vous dis dans le Reinvent Yourself. Ouais. C'est le genre de chose qui est compliqué parce que ça marche à des moments, puis ça s'essouffle, puis ça revient. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu où, je dis ça, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est pas facile à garder le rythme de se dire on va partager. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un leadership qui s'impose, se dire voilà, il faut que je redonne le rythme quand je vois qu'on s'en éloigne pour pas que ça se perde. Là, du coup, ma question c'était, et du coup je fais écho un peu à ce que disait Julia de Funès hier. Tu l'as bien introduit au début, tu as dit le pourquoi, mais on le sent pas trop dans les outils, la roadmap un petit peu que tu présentais, etc. Et moi là, ce que j'ai, sur lequel j'essaie de faire travailler mes équipes pour les sensibiliser à partager la connaissance, c'est le pourquoi en fait. Les aligner sur la raison de pourquoi partager leur connaissance, pourquoi partager la documentation, etc. C'est vrai que c'est un bon point. Je pense qu'il faut partir d'exemples. De se dire on est parti sur telle solution technique. Nous, ça nous est arrivé, on a mis en place une nouvelle solution DB sur de l'event driven. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne solution. Je reviens backward. Ah, mais vous l'avez fait, on n'était pas au courant. On n'a pas pu le challenge avant. Donc, on a perdu 3 mois. Il y a tel sujet, on l'a développé 2 fois, on l'a fait différemment. Et on a perdu de la valeur. Et partir un peu de cas concrets, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, de partir de cas concrets, de à quel moment ça peut avoir de la valeur de le partager. Un problème en prod qui est arrivé, qui revient. Et l'exemple parfait, c'est si vous avez un problème en prod, je ne sais pas, on n'a pas cleané la DB dans les temps, on n'a pas suivi, qui arrive à l'équipe A, puis 6 mois après, il arrive à l'équipe B. Attends, je connais le truc, mais on ne l'a pas partagé, on ne s'en est pas rendu compte. Et c'est comme ça qu'on va l'aider. Alors c'est comme tout, il faut y aller petit à petit, c'est ce que j'ai raconté. Nous, la façon dont on l'a fait, on est organisé en squad, on a pris les squad leads. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec chacun des squad leads, j'ai été challengé, comme je vous l'ai dit, on va faire de la doc, on a d'autres choses à faire, personne ne va la lire. Et, ok, viens, on l'a fait ensemble. Pour moi, je comprenne. Comme ça, déjà, tu sais que tu m'apporteras de la valeur à moi. Puis quand il l'a fait, il a vu qu'il y a 4-5 personnes qui étaient là. Puis il a eu des retours qui étaient beaucoup plus pertinents que les miens, parce que moi, c'est pas moi qui ai l'expertise technique. Je dis, ah ouais, ça a de la valeur. Et petit à petit, c'est comme ça qu'ils vont se rendre compte de la valeur. Mais oui, il faut partir de cas concrets et prendre 4-5 personnes avec qui on commence à amener le changement. Désolé, deuxième question. Est-ce que du coup, il y a des... Parce que plus on va créer de documents, plus après, ça va être difficile de s'y retrouver. Est-ce que vous avez des sessions de cleaning ou une certaine gouvernance autour de tous ces aspects de documentation pour que ça reste facilement trouvable, la bonne information, et pas se noyer dans plein d'informations? C'est un peu ce que je disais dans le spec versus document. Et je pense que je vais encore maturer le sujet. À l'heure actuelle, nous, c'est une transformation qu'on a commencé il y a à peu près 1 an et demi. C'est vraiment de partager au moment donné avec les gens qui sont là, pour apporter de la valeur. On n'est pas encore, et pour moi, c'est vraiment pas le but de se dire ça, c'est l'aspect, c'est ce qu'on va suivre. L'idée, c'est de chercher un peu avec des moteurs, avec de l'IA, de plus en plus, ce sera simple de se retrouver entre documents. Mais on ne s'est pas posé cette question-là parce que c'est pas de l'aspect. Ce qu'on veut, c'est partager au moment donné pour là où il y a la plus grosse valeur. C'est vraiment du shift left, c'est-à-dire on a un problème, shift left ou amélioration continue, on a un problème, comment on fait pour qu'on le garde, c'est peut-être pas français, mais bon, comment on fait, voilà. C'est pas le but, c'est pas de se dire qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on est arrivé là. Ça peut le devenir le but, mais aujourd'hui c'est pas le cas.
Et je pense qu'avec une recherche, pour les quelques cas où ça deviendrait utile, ça prendra du temps, mais ce sera suffisant. Bonjour et merci pour la présentation. Je voulais savoir en fait comment vous fonctionnez avec les architectes et également comment vous prenez des décisions pour les ADR. Alors nous, on a ce qu'on appelle un Tech Committee. C'est là aussi où on a une différence entre les ADR et les RFC. Les RFC, c'est beaucoup de l'asynchrone. Je partage à tout le département. Regardez là, les gars, c'est ce que j'ai fait. Et on donne la responsabilité aux architectes, aux lead tech, qui ont presque l'obligation de le lire. Alors peut-être pas tous, mais globalement, ils ont ça dans la responsabilité, ça marche tout seul. Le reste des devs les suivent. Les RFC, c'est de l'asynchrone. Je la pousse. Si dans les 3 jours, je n'ai pas de retour, c'est que tout va. Les ADR, on a ce qu'on appelle un Tech Committee, donc on prend tous les architectes ou tous vraiment les lead tech. On est là une fois par semaine et on revoit les docs. Donc priorité aux ADR, mais on revoit aussi des post-mortem pour s'assurer est-ce que les actions qu'on a, c'est les bonnes dans le long terme. C'est vraiment la notion aussi d'andon dans le lean, c'est-à-dire souvent, dans la maturité sur le post-mortem, le problème sera au début, on va éteindre le feu. On ne va pas avoir pris les bonnes solutions pour pas que ça revienne. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on est obligé de prioriser en fonction des impacts. Les ADR, c'est la prio, ensuite les post-mortem. Mais voir voilà, avec tous les architectes, tous les lead tech, de revoir ces documents. Et à la fin, ce qui est important, c'est de stamper. Au début, là, on n'était pas bon. C'était on partage un ADR et un peu dans le apprendre à challenger, être challengé. Personne n'osait trop dire, donc on disait doucement, tiens, il y a peut-être ça qui serait mieux autrement. Puis ça finissait en queue de poisson parce qu'on n'avait pas pris de décision. Maintenant, l'idée, c'est qu'à la fin, c'est quoi la décision? Est-ce qu'il y a c'est un go, no go? Et est-ce qu'il y a des gros challenges qu'il faut qu'on check, qu'on valide avant de partir? Pas d'autres questions? Je pense qu'on est dans les temps. Oui, New York, je ne sais pas s'il y a... Merci pour la conférence. Tu n'as pas évoqué la notion de COP. Et pour moi, j'entends aussi dans la COP une sorte de responsabilité d'un lead, parfois temporaire, sur cette communauté of practice, dans le partage et l'apprentissage. Ouais, c'était un peu le retour que j'en avais au début, c'est que les COP, nous on a des guildes, c'est la même chose, de nom, pas la même chose. C'est très bien, moi j'en suis convaincu. Ce qu'on a dans le Tech Committee, les architectes, les tech leads, c'est aussi des leads de COP ou de guildes aujourd'hui, donc ils amènent leur partage ici. Le danger que moi je vois avec les COP, c'est la multiplication des COP, des sujets et comment on donne l'ownership aux gens dans ce qu'ils font. Donc pour moi, c'est là où le partage de connaissances, oui, ça n'empêche pas d'avoir une COP, ça n'empêche pas d'avoir un leadership qui doit faire en sorte que ce soit partagé. C'est même à lui, je dirais, de s'assurer que c'est partagé. Mais ça ne doit pas être sa seule... c'est pas que lui qui doit s'assurer qu'on est partagé et de valider ou pas les solutions. Dernière question. J'ai pas du tout le timing, donc je sais pas si je suis en avance à la bourre ou autre. Mais... On dépasse. Ah, pardon. Allez, dernière question et après je libère la salle. Merci pour la conférence. Écrire un document, c'est pas forcément évident. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend et ça peut même être démotivant. Parce qu'on a souvent envie de faire autre chose. Comment vous accompagnez cette partie-là? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, les premières fois, comme je dis, moi j'ai pris les leads de chaque squad. Il y en a qui étaient convaincus qu'ils faisaient ça en autonomie, d'autres qui étaient très challenging, comme avec les retours que vous venez de dire. Mais je les ai pris avec eux, ce que je disais. Moi, comment je les ai accompagnés? Le premier, c'est dit, explique-moi. Moi, je ne comprends pas. Je suis ton manager, je suis désolé, je suis teubé, je ne comprends pas pourquoi, quel est le problème. Écrivons le document ensemble. Et déjà, rien que le fait de faire ça, il voit comment on apporte le sujet, ça permet déjà de m'éclairer moi, alors c'est pas du tout l'objectif, mais qu'on apporte de la valeur à quelqu'un. Et comme ça, une fois que tu l'as fait, tu le partages au global. Et quand il y a 1 ou 2 retours. Et la fois d'après, plutôt que d'arriver avec le frein à main, il arrivera juste en freinant un petit peu. Et on va continuer à le faire ensemble, mais plutôt qu'on passe 2 heures à le faire ensemble, on va passer 1 heure parce qu'il aura déjà fait les 3 quarts du taf. Et petit à petit, et comme ça. Et cette personne qui, au mois de juin, pour vous donner le retour, je devais faire avec lui, il est parti 3 semaines en vacances, il est revenu, c'était le feu dans son équipe. Dans la semaine qui a suivi, ils nous ont pondu 5 post-mortem, sans que j'ai rien à demander. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai pas de solution miracle, mais c'est ce que je disais. Pour moi, il y a un gros moment de support des équipes, que ce soit dans l'explication, que ce soit tech, non tech, aux personnes, de challenge. Il faut les aider, que ce soit dans les one-one, dans tout. Je crois qu'il faut que j'aille. Ouais, désolé. Merci beaucoup, merci à tous.